Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, la colère de la diaspora à 4 mois de la fin des inscriptions sur les listes électorales. Alors que l'engouement gagne du terrain au plan national, les Camerounais de l'étranger ne peuvent toujours pas se faire enrôler. Pris d'impatience, ces compatriotes dénoncent ce qu'ils considèrent comme du dilatoire des responsables diplomatiques du Cameroun et d'Elections Cameroun. Des précisions à suivre dans ce journal. Une bastonnade qui se termine mal à Yaoundé. Un enfant de 9 ans est mort après avoir été violemment torturé par une voisine. Le gamin a succombé à des blessures subies de la part d'une dame, l'accusant d'avoir volé du bois dans sa cour. Le récit des faits à suivre dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Un jeune homme ou un jeune garçon de 9 ans succombe à ses blessures après avoir été ligoté, torturé puis brûlé à l'eau bouillante par sa voisine. La nommée Bessala Marie, vendeuse de bois à un consoir, au lieu dit chez champ de tir, reprochait au gamin d'avoir pris quelques morceaux dans sa cour. La présumée meurtrière, qui a tenté de fuir avec ses enfants, vient d'être rattrapée par la gendarmerie, qui a d'ailleurs ouvert une enquête. Emmanuel Job et Marcelin Ganso. Oui. C'est dans cette marmite, encore présente sur le lieu du drame, que le jeune garçon âgé de 9 ans a reçu le coup de grâce dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Ce témoin a vécu ces derniers instants. On a jeté l'enfant dans la rigole qui sort ici en pleurant avec le feu sur lui. Il est couché ligoté. Tout la peau aussi était déjà tout quitté, la mélanine de sa peau était déjà quitté le tour. C'est d'où je combats, je fais tout et tout pour lui mettre sur la moto. Quand je l'arrête, il glisse entre mes mains. Grâce à la serviette qu'on a pu porter l'enfant pour l'amener, malheureusement pour lui, il a rendu là. Le crime du défunt est d'avoir, selon la présumée meurtrière, Bessala Marie, volé 2 morceaux de bois. En fait de bois, il ne s'agit pas de grand chose, sinon des déchets. Et pourtant le pire est arrivé. J'ai allumé mon gaz, j'ai constaté que mon gaz avait un problème. J'ai donc supplié mon petit bébé que va d'abord demander le copeau. Il est revenu. Il m'a dit qu'ils ont refusé. J'ai pris les 50 francs que j'avais, je lui ai donné que va prendre le bois. En prenant le copeau, je ramasse les miettes de bois là-bas pour qu'on essaye de préparer. Il paraît donc qu'il a perdu le temps. Il a trouvé la menuiserie était déjà fermée. En rentrant donc, comme l'enfant est ce qu'il est, m'a dit qu'il a ramassé les pots de bois. La femme là lui est venue avec. Elle a pris l'enfant, elle l'a amené jusqu'ici, l'attaché avec la corde. Arrêté dans la journée de samedi, le petit est ligoté, bastonné puis torturé par son bourreau de voisine avant d'être passé à l'eau bouillante tard en soirée. Le tout en présence des témoins et notamment des enfants de Bessala Marie qui, à défaut de porter assistance au pauvre garçon, aurait pu tout au moins alerter le voisinage. Que non, le malheureux va trouver la mort sans avoir la chance de bénéficier du moindre soin. Choqué par cet acte ignoble, la famille va d'abord entreprendre de l'enterrer chez celle qui lui a ôté la vie avant d'en être dissuadée. Mais ivres de colère, les habitants du quartier vont vandaliser le domicile de celle par qui le malheur est arrivé. Les faits se déroulent dans la matinée de dimanche. Et alors que la présumée meurtrière avait pris la poudre d'escampette en compagnie de ses enfants avant d'être cueillis par la gendarmerie, ses proches se sont permis ce lundi de briser les scellés pour vider la maison du crime de son contenu que nous retrouvons dans les environs. Désormais entre les mains des forces de maintien de l'ordre, Bessala Marie, par ailleurs propriétaire de ce dépôt de bois situé à 100 mètres de son domicile, répondra bientôt de son acte devant la juridiction compétente. En attendant, c'est la consternation au quartier Kozoa, lieu dit entre champs de tir, où personne n'arrive à comprendre comment l'irréparable a été commis pour si peu. Imbroglio autour de la tenue d'une assemblée des structures départementales du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la ville de Douala. Les militants ont été interdits d'accès dans la structure hôtelière où était prévue la rencontre. Avec une forte pression des forces de maintien de l'ordre, l'assemblée a été reportée sine-die après des heures de tractation entre les deux parties. C'est en présence de nos reporters Dalastiana et Kevin Thiogo. Un récépissé de déclaration spéciale de manifestation publique du sous-préfet de Douala 3e à la faveur de la tenue des travaux de la 2e assemblée des structures du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourtant, les militants du parti du professeur Maurice Kamto se sont vus interdire l'accès dans la salle des travaux réquisitionnée quelques jours plus tôt dans cet hôtel situé à PK12. Il s'agit là
en réalité d'un manque de fair play de la part de nos adversaires politiques. Et ça témoigne d'une fébrilité, du fait que quand ils voient l'engouement des Camerounais aujourd'hui pour les inscriptions sur les listes électorales, ça leur fait peur et voilà, cette réunion du bureau leur fait peur. Dans le périmètre, des forces de sécurité déployées de part et d'autre. Dans la cour de l'hôtel, des pourparlers se poursuivent entre les cadres du parti, le commissaire de la sécurité publique du 13e arrondissement et les responsables des lieux. Ces derniers qui confient aux caméras n'avoir pas été informés qu'il s'agit d'une réunion du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc c'est une réunion qui est prévue par nos statuts et qui a été organisée dans les règles de l'art. C'est-à-dire que nous avons contacté le propriétaire de l'hôtel, nous avons eu son autorisation et à travers cette autorisation, nous avons eu à déclarer à la sous-préfecture, alors que nous avons été là pour préparer cette assemblée en nous présentant comme des militants du MRC. Dernière minute, on nous dit qu'on ne peut plus avoir accès à la salle. Le secrétaire de la fédération départementale dénonce des manœuvres du régime à l'approche des élections. Eh bien, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales parce que c'est grâce à ces inscriptions sur les listes électorales, grâce à un vote massif, grâce à une surveillance de votre vote et une défense de votre vote que nous allons pouvoir transformer ce pays. La rencontre est finalement renvoyée à une date ultérieure, fera savoir le secrétaire régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun à ses camarades du parti. Nous vous le disions en titre, voilà bientôt 4 mois que les inscriptions sur les listes électorales sont en cours au Cameroun. Cette opération d'enrôlement des électeurs connaît un grand engouement des populations au plan national et pourtant il n'est pas encore possible de se faire enregistrer sur le fichier d'Elecam à l'étranger malgré plusieurs promesses des responsables. Voilà qui suscite le courroux des Camerounais de la diaspora. Ces derniers dénoncent des manœuvres pour limiter la participation de cette frange de Camerounais réputés frondeurs. Elecam, pour sa part, annonce que l'opération devrait démarrer incessamment. J'irai sur par Donald Briskamgan. C'était le 27 février dernier. Les responsables de l'Échange Cameroun recevaient à Yaoundé l'ambassadeur du Cameroun en France. À la sortie des échanges portant sur l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora, l'on apprenait que l'opération démarrerait sans délai. 2 mois après cette rencontre, il n'en est rien. Les Camerounais de l'extérieur perdent patience et le font savoir sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et souvent de façon bruyante. Cet activiste basé à Paris dénonce ce qu'elle considère comme le dilatoire des autorités camerounaises. Pourquoi faites-vous cela, monsieur l'ambassadeur? Vous voulez toujours que nous, on se déplace pour venir à l'ambassade faire du bruit? Je ne veux pas dire que je vous supplie, parce que ce n'est pas de mon rôle de supplier, c'est un devoir. Mais j'espère que la diaspora camerounaise pourra prendre part aux échéances qui arrivent en 2025. Les réunions entre Elecam et les partis politiques ayant des démembrements à l'étranger se sont succédées depuis plusieurs semaines, mais l'attente devient incompréhensible alors que 4 mois se sont écoulés depuis le début des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Ce que Elecam fait, effectivement, ça tue l'envie, l'enthousiasme que le Cameroun aujourd'hui est en train de nous communiquer, qui fait en sorte que la diaspora aujourd'hui est en train de bouillir. Une source autorisée à la Direction générale des élections annonce que les commissions de révision sont en cours de composition à l'étranger. Tous les 44 postes diplomatiques et consulaires que compte le Cameroun à l'extérieur vont recevoir chacun au moins un nouveau kit ou 2 pour les continents où les électeurs sont plus nombreux, notamment l'Europe, l'Amérique et certains pays africains, pour un début des inscriptions projetées pour la semaine prochaine. Des explications peu rassurantes pour les formations politiques de l'opposition. Officiellement, le retard pris par Elecam est dû aux obstacles financiers dans l'acquisition du matériel. Mais certains n'hésitent pas à pointer une volonté de mettre à l'écart une diaspora généralement proche de l'opposition. Les Camerounais hors de leur pays, c'est environ 5 millions de personnes. Un chiffre qui pourrait peser sur la balance lors des prochaines échéances électorales. Plus de 500 personnes consultées ce jour à l'hôpital militaire de Douala. Les patients reçus dans le cadre de la campagne de consultation gratuite organisée dans cette structure sanitaire du 22 au 26 avril prochain. La campagne a été lancée par le colonel Koki Godefroy, médecin-chef de l'hôpital militaire. D'autres précisions dans ce reportage de Josiane Gok et Claudia Issia. Nous suivons Mama Lajoie, une dame dans la soixantaine, diagnostiquée diabétique il y a 4 mois,
à travers les différentes étapes de sa consultation à l'hôpital militaire de région numéro 2. Je suis diabétique. Il y a les yeux, il y a les genoux qui font mal. C'est pour ça que je suis venue. Comme elle, plus de 500 personnes attendent avec impatience leur tour pour bénéficier de consultations gratuites grâce à la campagne initiée par le ministère de la Défense. C'est un lancement, comme vous le voyez vous-même, qui, à vue d'œil, donne la satisfaction du nombre de personnes qui se sont présentées ce matin à nos consultations gratuites. Une trentaine de spécialités médicales sont concernées par cette campagne, offrant ainsi une prise en charge complète aux patients. Les spécialités sont toutes concernées. Ophtalmologie, nous avons la biologie qui est déjà faite sur le site, la gastro-entérologie, la cardiologie, la gynécologie et obstétrique, la pédiatrie, la dermatologie, la neurologie, la psychiatrie. Si les consultations sont entièrement gratuites, les examens médicaux, les soins et traitements restent à la charge du patient. Cependant, grâce à cette initiative, ces frais sont réduits de moitié. Je suis là avec ma fille. En fait, on voulait rencontrer un ophtalmologue. Je veux voir un neurologue et un ophtalmologue. Ça fait du bien, surtout pour nous les démunis. Parce que s'il fallait payer tout ça, vraiment, ça serait un peu difficile. Il fallait attendre pour garder un peu d'argent. Cette campagne de consultation gratuite entre dans le cadre des activités civilo-militaires. Une initiative qui montre l'engagement de l'hôpital militaire de région numéro 2 envers la santé des citoyens et la cohésion nationale. En économie, le marché monétaire de la sous-région CEMAC est en pleine effervescence avec l'annonce par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC de l'introduction d'une nouvelle pièce de 200 francs. Mais quelle sera l'utilité de celle-ci dans un marché dominé par les billets et les transactions électroniques? Élément de réponse dans ce reportage que signe Pierre Laverdure-Omban. Depuis sa création, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a émis plusieurs séries de pièces de monnaie destinées à faciliter les transactions quotidiennes au sein de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. Ces pièces ont évolué au fil du temps pour répondre aux besoins changeants de la population et de l'économie de la sous-région. Alors que la BEAC s'apprête à introduire une nouvelle pièce de 200 francs CFA, deux questions désormais: comment s'intégrera-t-elle dans cette riche histoire et quel rôle elle jouera dans l'avenir des transactions monétaires de la sous-région? En réalité, la pièce de 200 fait en sorte que pour tout achat de 100 francs, qu'on n'ait pas remboursé plus de 2 pièces. Actuellement, si j'ai une pièce ou un billet de 500 et je consomme 100 francs, on devrait déjà me rembourser 4 pièces de 100 francs. Mais avec la pièce de 200, ça me fait 2 pièces. Pour un achat de 200 francs dans 500, on va me rembourser une pièce de 200 et une pièce de 100 francs. Ça fait en sorte que le nombre de pièces à rembourser est déjà limité. Mais quelle sera l'utilité de cette nouvelle pièce dans un marché dominé par les billets et les transactions électroniques? Si vous entrez dans des marchés aujourd'hui, dans le contexte réel du Cameroun, dit à une maman qui vend les cubes, par exemple, ou un peu de sucre ou un peu de tapioca, que vous allez payer 200 francs par mobile money, c'est vraiment pas courant. Donc, des décisions dans le contexte réel sont telles que les pièces ont leur utilité jusqu'aujourd'hui. Si l'histoire des pièces de monnaie dans la sous-région CEMAC témoigne de l'engagement continu de la BEAC à fournir des instruments monétaires adaptés aux besoins de la population et de l'économie, il reste que les pièces de monnaie sont rares sur le marché camerounais. Sans ces pièces, ça va être très difficile. Donc, il reste aussi à éduquer à la nécessité, à l'utilité de ces pièces. Payer des factures comme l'électricité et d'eau, ces pièces servent beaucoup. Ces pièces ont une réelle utilité. Reste à voir comment celles dites nouvelles s'intégreront donc. Et le Cameroun va disposer d'un centre de délivrance des visas dans les prochains mois. La pose de la première pierre de cet édifice s'est récemment déroulée en présence des autorités camerounaises. Il est question de la modernisation du processus de délivrance des visas à partir du Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengay Gizogo. Un centre de transformation digitale pour la délivrance des visas et des documents consulaires du Cameroun. La pose de la première pierre de cet édifice
au quartier administratif Dragage à Yaoundé, à 2 pas du palais présidentiel, vient d'avoir lieu. La cérémonie à laquelle nous prenons part témoigne à n'en point douter de la volonté des pouvoirs publics du Cameroun. C'est dans le mal cette réforme qui vise pour notre pays à s'arrimer aux normes et standards internationaux en matière de sécurisation des données générées par notre appareil diplomatique et consulaire. Pour Impact Palmarès, la société qui conduit ce projet, déjà implémenté à travers le e-visa, c'est un pas supplémentaire vers plus d'efficacité. Elle constitue une phase déterminante de ce projet car elle permet la réalisation d'une infrastructure technique pour la conservation des données issues des prestations consulaires qui a été définie dans le contrat. Les caractéristiques de ce nouveau centre vont répondre aux normes modernes. C'est un bâtiment intelligent, écologique aussi. On aura des panneaux solaires, des systèmes de batterie lithium qui va garantir une autonomie énergétique au bâtiment. Et c'est un bâtiment qui sera adapté à l'ensemble des activités liées à tout projet de transformation digitale de cette nature. En termes de bénéfices, le Cameroun pourra alors disposer de plusieurs atouts entre ses mains sur cette question. Non seulement l'État du Cameroun pourra stocker ces données sur son territoire, on pourra offrir un cadre de formation permanent à l'ensemble des fonctionnaires du ministère des Relations extérieures. Ce nouveau centre de délivrance des visas est construit sur le mode Build Operation and Transfer qui consiste pour le partenaire technique de l'État du Cameroun à financer sa construction et à le gérer pour une période de 10 ans renouvelable. En éducation, la ministre des Enseignements secondaires a instruit au chef d'établissement relevant de sa compétence de consacrer désormais dans leur budget une ligne pour l'entretien ou la création des espaces de sport. Cette recommandation fait suite au constat peu reluisant établi ce jour à Baham, où elle procédait en compagnie de son homologue des sports et de l'éducation physique au lancement des épreuves sportives comptant pour les examens de fin d'année. Robert Kenyé, Vivien Tonfac. En l'absence d'une plateforme conforme pour la pratique du sport au lycée technique de Baham, les candidats au baccalauréat inscrits dans ce sous-centre d'examen se contentent de ce qui est mis à leur disposition pour passer les épreuves sportives du baccalauréat 2024. Ce manque d'infrastructures a amené à délocaliser les épreuves sportives au stade municipal de Baham pour les candidats inscrits au sous-centre du lycée bilingue. La ministre des Enseignements secondaires s'est montrée choquée par cette réalité. Toutes les écoles doivent adopter des budgets pour la création et l'entretien des espaces où ces enfants peuvent régulièrement pratiquer du sport. Nous avons constaté que les aires de jeu ne sont pas adéquates pour quelconque activité sportive. Et pour les prochaines années, l'autorisation d'ouverture d'un établissement relevant de son département ministériel mettra l'accent sur l'existence effective d'espaces dédiés à la pratique du sport. Donc, dès les prochaines années, nous allons désormais examiner les espaces disponibles destinés aux enfants pour la pratique du sport. Nous ne voulons pas que des élèves aillent se faire mal parce qu'ils veulent faire des exercices physiques. Pour procéder au lancement des épreuves sportives comptant pour les examens de fin d'année, la ministre des Enseignements secondaires était accompagnée à Baham de son homologue des sports et de l'éducation physique. En tant que discipline d'apprentissage, l'éducation physique et sportive est également un facteur de renforcement de la lutte contre les échecs en milieu scolaire, un facteur de détection de talents en milieu scolaire, puisque c'est ainsi que les vocations peuvent naître. Nous avons eu, que ce soit au lycée technique ou ici dans le sous-centre du lycée bilingue, à relever quelques prouesses quand même. Longtemps négligé par les candidats aux examens, le sport est depuis quelques années une matière comme les autres et son coefficient est de 2 au baccalauréat. Et ce reportage de Robert Kenyé, Vivien Tonfac, nous mène tout droit en sport. Le week-end a été très mouvementé dans les stades européens, que ce soit en Bundesliga, Ligue 1 ou Première Ligue. Nombreux sont ces Camerounais qui ont brillé en participant à la victoire de leur club. Le round-up de leur performance est avec Emos Fongo, Esther Manuela Anon.
vendredi soir, lors de la 30e journée de Bundesliga, le Camerounais Hugo Ekitike a inscrit son premier but avec Eintracht Francfort et a ainsi contribué à la victoire des siens sur le score de 3-1 contre Augsbourg. Prêté par le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, Hugo Ekitike semble avoir trouvé ses repères dans son nouveau club et pourrait y rester de manière permanente comme prévu. Samedi, à l'occasion de la 34e journée de Premier League, Brian Bemo a été doublement décisif sur le premier et deuxième but de Brentford, respectivement à la 24e et 64e minute du temps de jeu. Il a ainsi participé à la large victoire des siens sur le score de 5-1 face Luton Town. Dimanche, André Onana a permis à Manchester United de valider l'une des deux places précieuses pour la grande finale de la Coupe d'Angleterre. Le portier camerounais a arrêté un pénalty lors de la séance de tir au but. Son club s'impose ainsi 4-2 face à Coventry City après le nul de 3 buts dans le temps réglementaire. Pendant ce temps, Jean Onana et Faris Pemi Mumbanya sauvent tous les deux l'Olympique de Marseille. Opposé à Toulouse de Franck Magri lors de la 30e journée de Ligue 1, c'est d'abord le milieu de terrain camerounais Jean Onana qui ouvre le score à la 38e minute de jeu. Mais les Violets prendront ensuite de l'avance. Il a fallu attendre les arrêts de jeu, soit à la 96e minute, pour voir l'attaquant camerounais Faris Mumbanya offrir le point à son club. Sur un geste acrobatique, Marseille et Toulouse se quittent ainsi dos à dos, 2 buts partout. En boxe, le Camerounais Aloïse Junior Wumbi, âgé seulement de 21 ans, valide sa 7e victoire consécutive en battant par KO l'Argentin Pablo Oscar Natalio, 36 ans, dans la catégorie des poids lourds légers. Un moment d'émotion qu'il a partagé avec des compatriotes venus le soutenir. Et en culture, Caresse Fotso, très attendu vendredi prochain dans l'une des salles mythiques de Paris pour son concert live. Ce sera le tout premier en son nom propre en Europe pour le public africain et camerounais en particulier. Notre correspondant Landry Tiachouang l'a assisté le temps des répétitions. Voici son reportage. Chanteuse et guitariste, elle s'est révélée aux yeux du monde à l'occasion des 6e Jeux de la francophonie en 2009 à Beyrouth, au Liban, où elle obtient une médaille en argent au concours de la chanson. Présente à Paris depuis quelques jours pour son concert, nous l'avons assisté le temps d'une répétition. Caresse est très enthousiaste de rencontrer sa communauté. On va faire ce concert-là. Et je pense que ce sera la première, comme tu dis, avec la diaspora camerounaise, africaine. Et c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, mais c'est la première fois. C'est vraiment un rendez-vous. J'ai hâte d'y être. Voilà. Accompagnée d'instruments traditionnels comme le chouette et le ntem, la muse à la voix veloutée et envoûtante puise ses sources musicales dans le folklore bamileke et les sonorités de l'ouest du Cameroun. Elle se veut d'être la voix des sans-voix. Un public qui m'accompagne tous les jours, qui me porte, je dois aussi être là pour les porter lorsque ils sont dans des problèmes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je veux pouvoir être la voix de ceux qui n'ont pas la voix, de dire les choses et de se faire entendre. D'origine franco-camerounaise, le producteur du concert est toujours galvanisé d'amener les artistes camerounais vers les salles mythiques de Paris. Donc le choix de Caresse, c'est une simple évidence, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'elle puisse jouer dans une grande salle sous son vrai nom. Elle a été invitée maintes et maintes fois sur des festivals, à des événements comme par exemple au musée du Quai Branly, où elle a fait un tabac. Et là, en fait, j'ai la chance en fait, d'organiser son premier concert sous son vrai nom. Et voilà, j'en suis très très fier. Pour les fans de Paris, le moment est venu de rencontrer pour la première fois Caresse Fotso, dont les souvenirs de son engagement pour les causes sociales sont récentes. Moi, j'aime sa musique parce qu'elle prône la culture. C'est ça qui me plaît vraiment dans sa musique. Et elle est très authentique. Artiste super engagée. On a vu ses nombreux combats au niveau du Cameroun où elle a défendu justement la cause de la téléphonie mobile très chère avec la célèbre action qui a été menée pendant tous les lundis, je pense, de téléphones non connectés ou en mode avion. Sur le plan de la discographie, de 2009 à 2023, Caresse Fotso a à son actif
4 albums, plusieurs collaborations, 2 singles. Le dernier, Heroes of Freedom, en featuring avec Salaciel, qui rend hommage aux héros de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Hors de nos frontières, en Centrafrique, une péniche surchargée coule, au moins 58 morts dans le naufrage. Le bateau transportait plus de 300 personnes, bien au-delà de sa capacité à sombrer dans la rivière Mpoko à Bangui. Et puis au Togo, l'adoption d'une nouvelle constitution contestée par l'opposition à quelques jours seulement des élections législatives. Nadine Gouanfo et Christine Babanda signent la mouture internationale. En Centrafrique, 3 jours après le naufrage d'une baleinière sous la rivière Mpoko au sud-ouest de Bangui, les secouristes continuent de repêcher des corps sans vie. Selon certains témoignages, plus de 70 personnes auraient péri dans le naufrage, mais la protection civile a plutôt annoncé samedi dernier le décès d'au moins 58 personnes et plusieurs dizaines de blessés portés disparus. Si l'inefficacité des forces navales est pointée du doigt comme étant à l'origine de ce drame, le gouvernement a quant à lui pris des mesures drastiques en matière de sécurité fluviale. Désormais, toutes les locomotives non homologuées au transport seront sanctionnées et bannies. Direction le Togo, adopté vendredi soir avec 87% des voix à l'Assemblée nationale, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte ainsi la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. Pour l'opposition, ce changement constitutionnel permet ainsi à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir, vaille que vaille. Autre lieu, autre actualité, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Agadez, une ville du Niger, à proximité de laquelle est située une base des États-Unis. De nombreux Nigériens expriment ainsi leur ras-le-bol contre la présence américaine. Une délégation américaine est attendue dans les prochains jours pour négocier la fin de l'accord de coopération militaire entre les deux pays. Direction le Mali. Une semaine après l'enlèvement de plus de 110 civils à bord de 3 bus de transport en commun dans le centre du Mali par de présumés djihadistes, les populations du centre du Mali ont décrété un blocus sur plusieurs axes routiers, demandé à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des meubles. Un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. MTN Cameroun a une nouvelle fois joué son rôle en tant que premier sponsor des championnats MTN Elite 1 et 2 à l'occasion du sacre de Victoria United comme champion du Cameroun saison 2023-2024. L'entreprise de téléphonie mobile a déployé des initiatives exceptionnelles pour offrir une expérience unique aux supporters. Reportage. MTN, leader de la téléphonie mobile au Cameroun, a une fois de plus brillé sur le terrain du football en tant que sponsor officiel des championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour la saison 2023-2024. En soutenant ces compétitions majeures, MTN crée une véritable communion entre les passionnés du football au Cameroun. Un sentiment de joie qui nous anime, nous MTN aujourd'hui, parce que comme vous le savez, durant toute la saison, nous n'avons pas lésigné sur les moyens pour pouvoir offrir un spectacle de qualité à toute la population de par le Cameroun à travers ce championnat que vous voyez aujourd'hui d'une effervescence sans pareil. La clôture des playoffs au stade Bapélepé à Douala a été marquée par la consécration de Victoria United qui a remporté son tout premier titre de MTN Elite 1 et celle de Aigle Royal du Mungo pour MTN Elite 2. Cet événement historique a mis en lumière l'engagement de MTN à soutenir le football camerounais. Nous avons toujours un objectif de nous positionner déjà comme le partenaire numéro 1 du football, surtout sur le championnat local au Cameroun. Et je pense que nous arrivons saison après saison à agrandir le championnat local, à lui redonner toute sa grandeur aux côtés de la fédération de football du Cameroun. Au fil de la saison, MTN a déployé des initiatives exceptionnelles pour offrir une expérience unique aux supporters avant, pendant et après les rencontres. L'entreprise a su créer une ambiance festive et chaleureuse, renforçant ainsi l'attachement des fans à leur équipe favorite.
C'est un premier objectif de rendre le championnat plus attrayant. Nous pouvons voir le résultat aujourd'hui, les stades sont pleins à chaque match. Deuxièmement, nous faisons profiter aux lauréats, aux champions des différents matchs. Nous avons par exemple l'homme du match que nous récompensons à chaque fois pendant les top matchs. MTN a su montrer son engagement envers le football et sa volonté de soutenir le développement de ce sport au Cameroun. Ceci en activant son concept Ayoba Promo Foot qui permet à tous les spectateurs qui achètent leur ticket via Mobile Money de remporter des lots. Nous essayons en même temps de faire connaître nos offres au public camerounais. Nous leur parlons des pronostics de matchs pendant toute la saison et nous mettons également en avant nos applications digitales numériques dont vous pouvez profiter, comme par exemple Ayoba, qui vous permet d'avoir le contenu sur le match en temps réel et gratuitement parce que c'est une application qui ne consomme pas votre data. MTN et le football, c'est une histoire d'élite. MTN, ensemble pour la passion du football. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alaotouf et ses invités. Serge. Révision annuelle des listes électorales au niveau de la diaspora, rien n'a commencé. Alors que l'engouement gagne du terrain au plan national, depuis bientôt 4 mois, les Camerounais de l'étranger ne peuvent toujours pas se faire enrôler. Serge Alain, pris d'impatience, ces derniers dénoncent ce qu'ils considèrent comme le dilatoire des responsables diplomatiques du Cameroun, mais également d'Elections Cameroun. Et les CAM, qui évoquent des problèmes d'ordre financier, rassurent que l'opération devrait démarrer incessamment. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel qui nous sort en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités. Docteur Dioko, Jean Genester Priso, Maître Augustin Gueffat et, bien évidemment, Docteur Patrick Griffoué. Docteur Patrick Griffoué, c'est 2024, un engouement. Pourquoi selon vous? Surtout du côté de la diaspora. Est-ce que ce qui se dit, la diaspora, connue comme étant fondeuse, c'est ce qui pourrait peut-être expliquer ce retard, selon vous? Vous savez, quand on parle de bars, dans les bars, on fait souvent la sociologie électorale de comptoir. Et la sociologie électorale de comptoir, ça consiste à assimiler la base à la diaspora. Donc, ceux qui ont manifesté bruyamment contre le président de la République, c'est ça la diaspora. Je suis désolé. Les Camerounais, les personnes d'origine camerounaise à l'étranger sont plus de près de 5 millions. Donc, quand vous regardez les images qui nous sont venues entre 2018 et 2020 de la diaspora qui manifestait là, vous pensez qu'ils étaient 100 000? Bon, les gens doivent apprendre à réfléchir un peu avant de venir débiter des âneries sur des plateaux comme ceci. Moi, je regarde les chiffres. Oui, il n'y a que 18 000 personnes qui sont inscrites, mais les résultats en 2018 disent bien que le RDPC a remporté dans toute la diaspora. Donc, en attendant la preuve du contraire, la diaspora, ils sont nombreux qui ne vont pas aux manifestations parce qu'ils ont mieux à faire que ça. Mais cette diaspora-là, la preuve n'est pas faite qu'elle serait contre le RDPC ou contre le président de la République. Maintenant, il y a des agités, effectivement, qui font beaucoup de tapage et qui pensent qu'ils sont nombreux. Mais ce n'est pas parce que vous êtes 2 pélés, 3 tondus et que vous faites du tapage à l'ambassade que vous êtes 50 000 personnes. Maintenant, effectivement, ce qu'on voit, notamment ici au Cameroun, c'est qu'il y a une certaine mobilisation. On voit qu'il y a des appels, que ces appels émanent de différentes formations politiques, que ces appels émanent de différents acteurs de la société civile, du monde du sport, du monde de la culture. Et pourquoi avoir dit donc en première partie que ce que le MRC fait, c'est parce qu'il se prépare au contentieux? Non, mais là, vous dites que ça vient de partout. Mais justement, faites attention, je maintiens ce que je dis. Oui, mais vous-même vous venez de dire que c'est pas seulement... Je maintiens ce que je dis. Que c'est pas le MRC pour vous prendre un seul cas, je crois aujourd'hui ou hier, Maître Sikati a fait un post sur sa page Facebook dans lequel il récapitule les inscrits que le MRC a réussi à faire. Et dans ce post, il dit bien que leur objectif, c'est de confondre et les CAM.
Donc, ce que je dis ne tombe pas du ciel. Donc, l'hypothèse que je fais est une hypothèse qui tient. Le fait que les gens mobilisent pour s'inscrire sur les listes électorales ne signifie pas qu'on a le même objectif au bout. Il y en a qui préparent un contentieux préélectoral et il y en a qui se préparent à aller aux élections. Tout le monde ne le fait pas pour les mêmes raisons. Mais le résultat va être le même à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, maintenant il faut attendre, il peut y avoir effectivement un mouvement sur le front des inscriptions. Je crois que lors du dernier pointage, Elecam nous disait qu'ils étaient à 7 millions, un peu plus de 7 650 000. Donc, entre janvier et aujourd'hui, vous avez à peu près 300 000 personnes, si je m'en tiens aux chiffres qui avaient été publiés, vous avez un peu plus de 300 000 personnes qui ont déjà été inscrites. Mais on se réjouit de ce que les Camerounais s'inscrivent parce que c'est un devoir citoyen pour tout le monde qui a 20 ans aujourd'hui, donc qui aura 21 ans au moment où les élections, les échéances de 2025 arrivent. C'est un devoir pour ces personnes-là d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'exercer leur droit souverain qui est de choisir ceux qui vont les diriger. Ok. Donc, comme vous n'avez toujours pas répondu à ma question, hein, vous avez renvoyé au niveau des cordes pour dire que bon, elle est calme, mais 4 mois quand même. Non, mais vous pouvez avoir une explication, docteur Dufray. Écoutez, Serge, alors, mais justement, vous n'allez pas me demander de donner des explications en lieu et place des responsables d'Elecam. Et ces kits qui sont constamment en panne ici, n'allons pas à l'étranger, ici même, au niveau de Douala. Mais là encore, qu'est-ce que... Encore, hein, on nous fait comprendre, bon voilà, des gens sont allés, on leur dit, bon voilà, il y a un petit souci avec la machine, venez... Comment on explique en la matière, il me semble que vous avez, Genestar a un peu évoqué la question dans son propos, en considérant que la solution qui est utilisée aujourd'hui est une solution datée. Mais il me semble qu'en la matière, il y a des instances au sein de l'ECAM où les formations politiques sont représentées. Donc, quand il y a ce type de difficultés, c'est le lieu d'évoquer ces difficultés-là pour adopter de manière consensuelle les solutions. Parce que le fait que toutes les formations politiques soient convoquées dans ces instances-là vise justement à résoudre ces problèmes-là, mais de manière consensuelle. Donc, si vous constatez effectivement qu'il y a des kits qui tombent en panne de manière récurrente, il faut attirer l'attention de l'ECAM là-dessus afin qu'une solution soit trouvée. Parce que quand on ouvre l'enrôlement sur les listes électorales, il n'y a pas de raison que pour des raisons techniques, c'est-à-dire pour des raisons de défaillance du matériel, que les gens ne puissent pas s'inscrire. Voilà. Mais ce qu'on devait dire dans une démocratie, évoquer des défaillances techniques, oui, mais 4 mois quand même, c'est énorme. Écoutez, je n'ai pas... Pour ce qui est de la diaspora, je ne sais pas si tout s'explique par des différences techniques. Nous ne le savons pas. Du tout. Voilà, nous ne le savons pas, donc il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas tout expliquer, il ne faut pas tout expliquer par ces défaillances-là. Non. Voilà. Mais quand il y a des défaillances techniques, effectivement, on le regrette. Mais je dis, il y a un cadre au sein de l'ECAM où toutes les formations politiques se retrouvent et c'est le lieu là-bas d'aborder ces questions pour apporter des solutions qui soient des solutions meilleures et qui permettent effectivement à ceux qui souhaitent s'enrôler, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des gens qui ne s'enrôleront jamais, même si vous allez tambouriner à leur fenêtre pendant 50 jours, ils vous diront j'ai mieux à faire que de m'intéresser à cela. C'est aussi leur devoir, c'est aussi leur droit de citoyen de dire moi je ne veux pas m'inscrire ou je ne veux pas voter, parce que tous ceux qui s'inscrivent là, vous n'avez aucune preuve qu'au moment où on leur dira bon, il faut sortir de chez vous pour aller voter, vous n'avez même pas la preuve qu'ils le feront. Voilà, d'abord on va encore prendre un peu de temps pour Pierre Gaëtan Ngankam qui va nous quitter dans quelques minutes. Pierre Gaëtan Ngankam qui va nous quitter dans quelques minutes. Pierre Gaëtan Ngankam, bon, vous avez hâte que les choses démarrent véritablement là-bas, à Paris et Marseille? Bien sûr, Serge Alain, c'est tout ce qu'on demande, pas qu'à Paris et Marseille, mais dans toute la diaspora. Je vous disais tout à l'heure que même au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Algérie, en tout cas, les inscriptions n'ont pas démarré en diaspora. Et ça n'est pas une histoire de 2024, c'est depuis 2018 qu'on attend, on attend. Vivement que les représentations diplomatiques arrêtent de jouer au chat et à la souris avec le peuple camerounais, parce que c'est curieux que simultanément, dans une dizaine de pays, voire plus,
on signale le même problème. Défaillance des équipements, problème de mise à jour de recyclage du personnel. Pendant ce temps, on voit l'ambassadeur qui se déplace, et pas de la France. Ce qui est de la France, l'ambassadeur du Cameroun en France, Magnus Ekomo, qui va au Cameroun. Il déplace toute une équipe pour aller tenir des échanges avec Elecam. L'argent, le budget de ce voyage-là, qui a servi à je ne sais trop quoi, aurait pu servir à faire venir les équipes d'Elecam, parce qu'ils nous disent qu'il faut que les techniciens, les spécialistes partent du Cameroun pour venir former les équipes en France, en Allemagne et partout. C'est quand même une spécialité camerounaise aujourd'hui à l'ère du numérique. On va également dénoncer. On peut tenir une visio comme celle-ci et dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire, appuyer ici, appuyer là. Il faut aussi, sur une question de matériel, on peut l'expliquer par DHL. En tout cas, ces gens-là, une chose est claire, c'est que le RDPC n'a pas du tout envie de voir plus de personnes que ça s'inscrivent sur les listes électorales. C'est un fait indéniable. Et je mets quiconque au défi. Patrick Rifou et par exemple lance ici un appel solennel en demandant à ses ambassadeurs d'ouvrir les inscriptions sur les listes électorales en diaspora. C'est le seul débat qui mérite de retenir notre attention aujourd'hui, et toute autre considération est aléatoire et superficielle. Donc, nous attendons que les inscriptions commencent. Je répète, nous espérons que d'ici les prochains jours, nous allons pouvoir nous inscrire. Arrêtons avec des procès en sorcellerie, les procès d'intention. Et nous qui voulons nous inscrire et arrêter de nous dire rien ne prouve que le moment venu, on ira voter. S'inscrire est un droit et on ne demande que ça. On nous a reproché par le passé de drainer des foules qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. On a traité la diaspora d'une horde de sans-papiers, etc. Aujourd'hui, cette diaspora veut s'inscrire sur les listes électorales. On leur donne cette opportunité. Parce qu'on ne voudrait pas qu'après, on accuse encore les partis politiques de l'opposition et, en l'occurrence, le MRC pour prêcher pour la chapelle, de n'avoir pas mobilisé et de revendiquer ci ou ça. Nous avons des personnes qui n'attendent que le signal pour s'inscrire sur les listes électorales. Et si le régime RDPC n'a pas peur, qu'il ouvre ses inscriptions. Merci Pierre Gaëtan Gankam d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, on parle de ces machines-là, la biométrie. Ça semble être comme du mandarin pour beaucoup. Voilà. Pour faire simple, Jean Genesta, on parle des machines. Est-ce que combien à peu près de machines il faut pour que les choses puissent aller comme cela se doit, comme sur des roulettes? Oui, mais nous pour renouveler déjà, vous parlez des machines obsolètes. C'est une solution, c'est un ensemble en fait. Hein. On ne peut pas dissocier le logiciel du matériel. Le logiciel avec le matériel, le fournisseur en fait, c'est celui-là qui a conçu toute la solution. Donc, on ne peut pas dissocier le matériel et puis le logiciel à part, puisque en fait, pour faire un développement logiciel, il y a des terminaux sur lesquels on a parlé tout à l'heure des caméras, on a parlé des empreintes digitales, des terminaux pour relever les empreintes digitales. Ce sont des terminaux qui ont des SDK pour pouvoir dire, bon, c'est un langage un peu compliqué, mais en fait, il faut que le fournisseur du matériel soit celui-là qui peut arriver à faire la maintenance de ce matériel. Parce que même ici, on parle de ces machines-là qui à un moment ne fonctionnent plus. Oui, bien entendu. Il faut renouveler tout là. En tout cas, il faut la refonder. Il faut refonder complètement. Ça, honnêtement, il faut. Et au Cameroun et à la diaspora? Non, mais 24 000 machines, je pense que c'est pas quand même de la mer à boire. Si d'aventure on a offert des ordinateurs aux étudiants, 24 000 machines, c'est quoi? Je dis bien les kits, c'est un ordinateur, c'est une caméra, et puis c'est un lecteur d'empreintes. Voilà les trois éléments fondamentaux. Il y a également aussi souvent une plaquette de signature qui permet effectivement d'attester que la personne s'est inscrite sur une liste électorale. Donc voilà le kit qui est là. Ces éléments sont des éléments qui sont accessibles pour tout pays qui veut réellement avoir un outil performant par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Je vous dis par exemple, en Côte d'Ivoire, où l'ambassade de la Côte d'Ivoire coiffe 4 pays, hein, parce que quand on parle seulement de la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana, il y a le Togo, il y a le Burkina Faso. Il y a 4 pays pour un seul centre qui est à Abidjan. Comment ceux du Burkina, comment ceux du Ghana, comment ceux du Togo vont se faire il y a des Camerounais là-bas. Comment ils vont se faire, quoi ils vont faire pour s'enrôler? Donc c'est autant d'incongruités. Peut-être au niveau des consulats.
Ah oui, mais en fait, non, pas au niveau des consulats, puisque c'est cette même machine qui prend en compte tout ce monde-là. Par le passé, on se déplaçait avec ces mêmes machines pour aller, en fait, envoyer les Camerounais là-bas. En principe, la solution qui aurait été idéale, c'est le nombre de kits, je ne peux pas savoir, puisque, en fait, c'est la cartographie électorale qui permet aux responsables de pouvoir définir le besoin en matériel pour ce genre d'opération. Mais ce qui serait vraiment l'idéal, c'est d'avoir des kits fixes et des kits mobiles. Des kits mobiles, donc des agents mobiles qui vont se déplacer, aller dans des contrées les plus reculées pour aller à la rencontre, bien entendu, des potentiels électeurs pour les enregistrer. Et même, parce que ces kits fixes doivent être de nature à pouvoir transférer les élections, les données en tenté. Dès qu'on finit en fait de les collecter, on ne devrait pas passer la nuit avec. On ne devrait pas passer la nuit avec, on doit immédiatement les transférer dans le Centre national biométrique. C'est ce qui devait se faire en principe. Donc les kits, si d'aventure plus il y a de kits, plus on va vers les potentiels électeurs, plus en fait on aura des inscrits. Ah oui. Et encore une fois, la solution biométrique, ce n'est pas seulement les inscrits. Il faut veiller à ce que ceux qui se sont inscrits soient véritablement ceux-là qui vont voter. Si d'aventure on n'a pas cette assurance-là, la solution n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens du tout. Ce qui est l'exemple le plus réussi, c'est celui-là qui se passe au Nigeria, par exemple. Oui. Vous voyez le Nigeria. C'est mastodonte quand même. Mais en fait, est-ce que ça prend quand même près de 3-4 jours pour connaître les résultats, hein? Le cas similaire, nous venons de voir ce qui s'est passé au Sénégal. C'est en 2 jours, 3 jours, nous avons les résultats immédiatement. Donc pourquoi ça réussit? Les tendances le même soir. Ah mais le même soir, il y a les tendances le même soir. Pourquoi ça a réussi chez les autres? Voilà, mais pourquoi ça a réussi chez les autres et puis chez nous ça ne réussit pas? C'est la question qu'il faut se poser. Les autres sont-ils des extraterrestres ou alors pointent-ils la technologie dans un endroit qui n'est pas accessible aux Camerounais? Donc voilà, c'est pas si j'ai répondu à votre question. Effectivement. Voilà. Docteur Dioko, il reste, moi je veux qu'on reste un peu, on essaie de voir les implications juridiques, hein, voilà, des Camerounais qui n'ont pas commencé à être enrôlés en janvier, qui c'est pas sûr que ce sera fait en avril, ça fait déjà 4 mois. Mois de mai, ce n'est même pas encore sûr comment ça va se passer. Est-ce que la loi a prévu... voilà, est-ce qu'il y aura prorogation, comme dit M. Ngefak? On pourrait s'attendre à cela? Bon, déjà, dans la mesure où le faible taux de participation permet, n'est-ce pas, à l'ordre dominant de consolider et conforter son électorat, je pense qu'on s'arrêtera là. On va s'arrêter le 31 août? Justement, parce que la logique est claire, c'est que la plupart des personnes qui s'inscrivent dans la mouvance actuelle sont poussées par un certain vent de changement. Et non, nous sommes ce soir au trait de la diaspora. Ils n'ont même pas encore commencé. Là. Non, et la diaspora, d'autant plus... Voilà, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Est-ce que ça va s'arrêter le 31 août? Je pense que ça s'arrêtera. Puisque le fait de ne pas participer, du moins le faible taux de participation, comme j'ai dit, permet de consolider, n'est-ce pas, l'électorat de l'ordre dominant. Tout simplement. Parce que on parle beaucoup des tests, ce que la loi prévoit et autres, mais comme j'ai dit tantôt au Cameroun, on ne fait pas grand cas de la loi. Vous voyez, sur ce plateau, quand je parle de la loi, je dis qu'il faut sanctionner les cas, mes consorts. Certains percevront ça comme un discours d'illuminé. On dira sanctionner avec quel magistrat? Parce que les magistrats eux-mêmes sont partie intégrante, n'est-ce pas, des organes en charge des élections, n'est-ce pas, au Cameroun. Et on a souvent l'impression, nous autres enseignants de droit, que les magistrats que nous formons, puisque c'est nous qui les enseignons, une fois entrés en fonction, ils appliquent un droit différent de celui que nous leur avons, n'est-ce pas, enseigné. Donc, on reste très peu, n'est-ce pas, optimistes face à cette situation-là, parce que si l'on appliquait le code électoral, on ne serait même pas en train d'épiloguer sur le fait que la diaspora a des difficultés à s'inscrire. Mais c'est justement parce qu'on ne fait pas grand cas de la violation de la loi. J'ai écouté tout à l'heure le docteur Ifoué, qui semblait un peu ne pas saisir la gravité de la situation, parce que l'État n'est pas assujetti à une obligation de moyens. C'est une obligation de résultat. On ne demande pas à l'État de faire ce qu'il peut.
on demande à l'ECAM de tout faire pour que les Camerounais soient inscrits, surtout ceux de l'extérieur. Donc ne pas le faire, c'est en soi une faute. Et seul plan institutoire, ça constitue un cas de fraude électorale. Okay. Et le droit doit sévir, tout simplement, si l'on veut rester légaliste. Donc, Ok. Merci, Dr. Dou. Maître Nkefak, prolongation, peut-être? On s'achemine vers là. Sinon, il y aura du deux poids, deux mesures. Moi, je suis un médecin. Oui. Je ne suis pas un exégète. La première question que je me pose à moi-même pour trouver la solution. Depuis 2011, la diaspora a vu les listes électorales être renouvelées combien d'années successives? Ce n'est pas beaucoup de fois. Entre 2018 et aujourd'hui, ceux-là, ils ont ouvert ces listes combien de fois? C'est toujours en violation de la loi. Troisième observation, il ne faut pas confondre la révision des listes électorales à la refonte des listes électorales. La révision des listes électorales, c'est-à-dire que on ouvre, on expurge ceux qui sont décédés, ceux qui ne sont plus, ceux qui sont indignes, ou bien quelques nouveaux. Ça, c'est la révision. L'article 74, alinéa 1 et 2, n'admet pas de prorogation de délai. C'est du 1er janvier au 31 août. Faut stop. Chaque jour que M. Elekam nous vole, c'est-à-dire ferme ses bureaux pour ne pas le faire, il est en train de tricher, il est en train d'empêcher ceux qui devaient s'inscrire normalement à ne pas le faire, à se décourager, parce que ce qu'il va recruter en 3 semaines, ce n'est pas le même volume qu'il va recruter en 6 mois. Qui plus est, on est à l'extérieur, où chacun peut partir d'une ville, d'un pays à un autre, pour se faire enrôler, regarde son agenda. On n'est pas au Cameroun où les gens s'enrichissent en dormant. Non. Le seul cas de prorogation que le législateur a ouvert dans ces conditions, c'est lors de la refonte des listes électorales. C'est-à-dire qu'on détruit et on recommence à zéro. C'est où on lui dit, s'il piétine, il a le droit de proroger pour la même période, s'il est en train de refondre la liste électorale. La seule chose que nous lui posons maintenant, c'est Monsieur Elekam, tu t'es battu pour qu'on ait le sentiment au Cameroun que ça va marcher. Pourquoi tu fermes les portes à la diaspora? Tout en sachant que les grands fonctionnaires camerounais à l'âge de voter ont fui pour aller s'installer au Canada il y a moins d'1 an. Le président de la République était obligé lui-même de prendre des décrets, des sanctions sévères pour interdire la sortie du territoire national, c'est-à-dire priver les Camerounais en âge de voter de la sortie du territoire national. Ces frustrés-là, c'est les Camerounais. Pour moi, ils n'appartiennent pas à un parti politique quelconque. L'État est conscient, l'État n'est pas naïf. Et vous voyez leurs représentants comment ils tergiversent ou bien ils l'habillent avec sa science communicationnelle, il l'habille pour nous empêcher de comprendre. On lui pose seulement la question. Dis-nous, vous qui êtes aux affaires, qu'est-ce qui vous gêne? Quelle est la difficulté? Il dit qu'il n'est pas M. Elekam. Mais, quand il va se cacher, ou bien il va se réveiller, il va critiquer les éléments que son parti avance en disant on peut généraliser, comment ne pas généraliser? Non. L'histoire des kits, il ne faut pas que les Camerounais s'égarent dans l'analyse de Genestar. Ici, nous expliquons les choses terre à terre. La science, là, c'est pour ceux qui trompaient le Cameroun à l'époque. Les kits, c'est quoi? Comme disait le professeur Bayebek, c'est pas le pain chargé avec la tomate. Ici, on explique comme ça. Le kit, c'est un ordinateur. Chaque enfant a l'ordinateur à la maison. Il y a l'ardoise que vous, les Chinois, fabriquent, que chacun utilise pour écrire, pour relever la signature. Ensuite, il y a un petit appareil où on met l'empreinte, ça filme, c'est-à-dire l'appareil photo. Donc, chacun de nous connaît l'ordinateur
Il connaît l'ardoise que le Chinois vend à 500 000 francs, suivant le supermarché, pour recueillir la signature et ça transmet dans l'ordinateur. Pour ceux qui ont un peu fréquenté, mais qui n'ont pas atteint la classe des docteurs, ils savent que ces appareils s'amortissent en comptabilité en fonction du nombre d'années de fabrication. C'est comme le téléphone. Achetez l'iPhone 32, sa durée de vie est programmée. Plus vous manipulez, plus ça devient lourd, plus ça devient lent. Pour finir, même ça s'ouvre un jour sur 2. Les kits là, c'est comme ça. Et monsieur Elekam, il sait. Il sait qu'il avait acheté le iPhone 9 depuis 2011. Aujourd'hui, on est au iPhone 15. Il veut transposer la technologie du iPhone 15 dans le iPhone 9, ou bien faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on gère la période du iPhone 15 avec le iPhone 9. Ça, c'est la technique du RDPC. C'est ça qui gêne. C'est-à-dire que vous pouvez même vous mettre en rang. La mémoire est pleine. Ça, vous écrivez, tout le monde voit qu'il a écrit. Mais quand on interroge le soir, il vous dit, mon cerveau est bloqué. Et ça, c'est ce qui gêne mon frère, docteur Rifoué, il veut s'énerver, il veut me taper. C'est aussi facile que ça. Le dispositif est obsolète, ça veut dire que on est comme les PB, c'est-à-dire Paul Biala, l'ordinateur de Paul Biala. Donc 25 gigas égale 500. Les 500 là, c'est dans la tête des gens. Nos machines n'enregistrent plus. Et M. Elekam le sait. Nos machines sont obsolètes. M. Elekam le sait. En plus de ces difficultés, lui-même il dit que si je ne fais pas, vous allez me faire quoi? Parce que la loi dit que vous allez me faire quoi? Oui, donc nous lui demandons simplement, nous demandons à M. Elekam de ne pas nous donner l'impression qu'il va organiser la rébellion, ou bien il va organiser le feu dans la diaspora. Ouvre les portes. Tu installes les machines qu'on t'a données. Ça enregistre ce que ça peut enregistrer. Ça refuse d'enregistrer. Si ça bug, ça n'est plus ton problème. Okay. Tu auras fait ta part. Oui, docteur, il faut sortir. Bon, Maître Nguefak, représentant du MRC sur ce plateau, a une drôle de façon de raisonner. Pour lui, n'existe que ce qu'il a vu ou ce dont il a entendu parler. Je vous conseille pour votre culture, je sais que vous êtes Thomas, vous avez l'habitude de le dire, donc je vous conseille pour votre culture de lire Nassim Nicolas Taleb dans Le Signe Noir. Ça va vous permettre de savoir que les événements dont vous n'avez jamais entendu parler peuvent exister par ailleurs. Donc ce n'est pas parce que vous ne savez pas si depuis 2011, il y a eu des inscriptions dans la diaspora qu'il n'y en a pas eu. Deuxième chose, tout le développement que vous venez de faire n'a rien à voir avec notre sujet. Il ne s'agit pas ici de parler de refonte ou de révision. Nous sommes sur le sujet des inscriptions sur les listes électorales. Et il semble qu'il y ait des difficultés, notamment dans la diaspora. C'est ça le sujet. Oui, docteur, ça fait partie, en fait, les inscriptions font partie de la... Il y a l'impression qu'il est permanemment en sujet. Permettez, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de la refonte ou de la révision, parce que les inscriptions correspondent à une modalité bien précise. Quand on s'inscrit, on ne refond pas. Donc, quand il vient nous faire la distinction, c'est bien de le savoir, entre la révision et la refonte, on n'a pas besoin de ça. Nous parlons des inscriptions. Donc nous sommes dans la révision. On n'a donc pas besoin d'un cours sur la distinction entre réforme et révision. Troisième chose. Vous savez, je n'ai pas l'intelligence des avocats, surtout qu'en ce moment on met du format dans les avocats. C'est pas votre domaine. Permettez, ayez l'élégance d'écouter comment vous écoutez. Non, ne dispensez pas les mauvais cours. Je sais, vous êtes porté dans votre orgueil. Désolé, mais sinon vous m'auriez laissé développer. Comme je vous ai écouté, moi je ne vous ai pas coupé. Et Dieu sait le nombre d'anneries que vous avez débité ici. Et que vous avez l'habitude de débiter. Mais on vous écoute religieusement. Faites de même si ça ne vous plaît pas. Ayez l'élégance de votre nœud papillon. On n'admet pas la tricherie. Ayez l'élégance de votre nœud papillon. Vous manquez d'élégance, maître. Et ça déteint de votre beau costume. Bien. Dernière chose.
j'entends dire sur ce plateau que ceux qui s'inscrivent sont tous des partisans du changement. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui sont propriétaires du vote des Camerounais. Donc, ils savent déjà, a priori, que l'individu qui s'inscrit aujourd'hui va voter pour X plus tard. Bon, on apprend tous les jours. On n'a pas dû voter pour X. On apprend tous les jours. Je viens de l'apprendre. Moi, les modestes savoirs que je sais en matière de sociologie électorale, c'est qu'il y a des gens qui se déterminent même le jour du vote. Et je doute qu'un Camerounais soit propriétaire du vote de l'autre. Personne ne peut jurer du choix de Maître Nguéfak. Personne ne peut jurer en 2025 du choix de M. Djoko. C'est d'autant que pour le moment, il n'y a que des candidats à la candidature. Nous ne savons pas qui sera effectivement candidat, qui ne le sera pas. Docteur Ifoui, je pense que sur votre plateau, il y a un représentant du RDPC qui a alloué d'avance 1% au MRC à la présidentielle. C'est en déphasage de ce que vous dites. Vous voyez justement, on fait semblant de respecter la loi. Vous n'allez pas m'imputer des propos. Vous n'allez pas m'imputer des propos que je n'ai pas tenus. Vous me demandez de répondre sur les propos qui ont été tenus par quelqu'un d'autre. Oui, en fait, je voulais tout simplement rappeler au docteur Dufoué que les inscriptions sur les listes électorales contribuent en fait à la révision du liste électoral. L'autre aspect même qu'il fallait effectivement évoquer, c'est l'aspect des décès. Vous voyez par exemple, tous ceux qui décèdent, il faut que le logiciel puisse les extirper du fichier électoral, et aussi des personnes qui sont mouvantes, parce qu'en fait l'homme n'est pas toujours appelé à rester. Quelqu'un peut être en Konsamba et demain se retrouver à Bafoussam, quelqu'un peut être à Kaoundéré, demain se retrouver à Boston. Alors comment est-ce que ce logiciel arrive à faire la mise à jour? Parce que ça aussi, c'est ça, tout ça qui contribue à la révision de la liste électorale. Donc aujourd'hui, cette solution n'est pas à même de prendre en compte tous ces mouvements de personnes et également les morts. Parce qu'en fait, nous savons très bien comment nos centres d'état civil sont un peu vétustes aussi, pas de matériel pour pouvoir donner la traçabilité nécessaire afin que les morts puissent effectivement intégrer en fait les listes électorales et les extirper. Ça aussi, c'est la solution qui permet de le faire. Merci, cher monsieur. Voilà. Tout ça, merci, docteur Djoko. Merci, docteur Dufoué. Merci, Maître Nguéfak. Moi, je dis merci plutôt à M. Eleka. Et que je supplie d'ouvrir les portes. Merci, Jean Genesta, d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alain. Voilà, et ça me permet de dire un coucou à mes amis de la diaspora, à le CPD, Cameroun Patriotique Diaspora. Je sais qu'ils ont été nombreux ce soir à nous suivre. Et du côté d'Abidjan également, je dis bien des choses à tous les frères et sœurs qui y sont. Donc encore une fois, merci de m'avoir invité et d'avoir partagé ce moment avec mes frères et compatriotes. Merci. Merci. Voilà, madame, monsieur, prochain rendez-vous demain, 19h. Bonsoir.